va avoir une dernière séquence. Et pour cela, je vais appeler à me rejoindre sur scène Bruno Arcadipan, le président d'Action Logement, Jean-Louis Borloo, ancien ministre, et faut-il le rappeler, père de la rénovation urbaine, qui ne m'entend pas parce que M. Borloo est toujours très bien entouré quand il arrive dans ce genre d'assemblée. Rejoignez-moi Jean-Louis, n'hésitez pas. Bruno Arcadipan aussi, je ne sais pas, voilà, il arrive. Emmanuelle Cos, ancienne ministre et présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Et Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous invite à venir vous asseoir à mes côtés. Et il n'y a pas de plan de table, on me le demande, donc n'hésitez pas, asseyez-vous. On vous attend, Éric Lombard, venez. Bienvenue à tous les quatre. On peut dire que sans vous, la politique, le renouvellement urbain, cette politique serait tout autre en tout cas. On va peut-être commencer avec vous, Éric Lombard, puisque la Caisse des dépôts intervient de l'ONDAC dans les quartiers de la politique de la ville. Vous avez annoncé des nouveaux financements. Quel bilan vous tirez, puisque cette journée, c'est aussi l'occasion de faire le point sur cette politique, ces 20 ans, ce qui est un premier programme, un deuxième, une diversification depuis le NPNRU, des quartiers résilients, fertiles, voilà, des choses qui n'étaient peut-être pas dans la loi au départ. Quel bilan vous tirez de cette politique que vous accompagnez depuis bientôt 20 ans? Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire qu'il y a quand même parfois des réunions de famille qui sont sympas. Et merci à Anne-Claire et à toute l'équipe de l'ANRU de nous avoir réunis ici, avec le jeune père de l'ANRU et tous ceux qui ont contribué à faire vivre ces beaux programmes ces dernières années. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Dire d'abord que la rénovation urbaine, mais je pense qu'on le sait tous dans la salle, ça fonctionne. Et depuis la création de l'ANRU, on est vraiment passé à la surmultiplier. Il y a tout un tas de quartiers partout dans l'Hexagone et dans les Outre-mer qui se transforment à un rythme rapide, que ce soit, pour donner quelques exemples très rapidement, Maurepas, à Rennes, Lumirail évidemment, les quartiers de Meaux, Grigny, les choses bougent. Le bilan il est déjà financièrement massif. Pour la Caisse, en 20 ans, c'est 30 milliards d'euros de prêts. Et vous savez que la Caisse est le grand financeur du logement social. 80% de la dette des organismes de logement social, cher Emma, c'est l'épargne des Français, le livret A qui est recyclé pour aboutir à ces prêts. Et un tiers des logements sociaux sont dans les quartiers politiques de la ville. Donc évidemment, pour nous, c'est un élément absolument massif. Moi, je voudrais surtout, quand on parle du bilan, appeler à l'élargissement du programme qui d'ailleurs est en cours dans le cadre de Quartier 2030 qui est engagé. C'est-à-dire qu'en réalité, la rénovation urbaine, pour que ça fonctionne, il faut que toutes les dynamiques avancent de façon parallèle et coordonnée. Et je voudrais faire appel à un modèle qui a été mis en place il y a 6 ans, qui aussi a été lancé au départ sur une idée de Jean-Louis, qui est le projet Action Cœur de Ville. Ce qui caractérise Action Cœur de Ville par rapport à ce qui se faisait avant, c'est que ces dynamiques de rénovation, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient placées sous l'autorité des élus, qui dans notre République, évidemment, ont à eux seuls la légitimité pour coordonner l'ensemble des choses. Mais une fois qu'un programme est lancé, ça ne peut pas être que la rénovation des bâtiments, surtout dans les quartiers politiques de la ville, parce que sinon, c'est une politique qui ne fonctionne pas, qui est hémiplégique. Et elle doit s'accompagner de différentes dimensions. Il y a une dimension qu'on a beaucoup renforcée ces dernières années avec BPI France, qui est de faciliter l'entrepreneuriat dans les quartiers, parce que la rénovation urbaine, elle ne fonctionne que si on adresse aussi le problème du chômage dans ces quartiers. Donc, ça demande d'une part de les connecter. Si on parle du Mirail, par exemple, l'idée de reconnecter le Mirail par des transports en commun sur Toulouse, c'était un élément décisif. Pareil à Meaux, pour évoquer les quartiers que j'ai cités tout à l'heure. Mais il faut aussi qu'il y ait des emplois dans ces quartiers. Le fait que dans les quartiers nord de Marseille, il y a maintenant des incubateurs qu'on finance, des développements qui sont conduits par les jeunes de ces quartiers, c'est un élément tout à fait décisif. Et puis, pour ne pas être trop long dans cette première prise de parole, rajouter également une dimension qui est tout à fait essentielle et qui va l'être de plus en plus, c'est la dimension écologique.
C'est-à-dire que la rénovation urbaine doit maintenant passer, quand c'est utile, par la renaturation. On est sur un projet dans le quartier du Lac à Bordeaux où il y aura une renaturation d'une partie de la friche et dans le quartier de la Jalère. Et puis, dans les dimensions nouvelles qui sont arrivées ces dernières années, il y a tout ce qui est la seconde vie des bâtiments. Vous savez que si les producteurs de béton étaient un pays, ce serait le 7e émetteur de carbone de la planète. Donc la seconde vie du bâtiment, ça consiste à refaire un bâtiment gardant l'infrastructure. Il y a des très beaux exemples, par exemple à Villeurbanne, dans ce que fait Cédric Van Stevendal dans le quartier des gratte-ciel et autour, qui d'ailleurs permettent d'avoir, dans certains cas, des bâtiments à énergie positive. On est aussi là dans la transformation écologique. Et puis, autre dimension qui est extrêmement complexe, mais sur laquelle je pense qu'il faut qu'on soit plus engagé, c'est également la rénovation des copropriétés. Parce que quand on est dans le logement social, on est face à des opérateurs, il y en a un peu plus de 500 sous le contrôle d'EMA en France, très organisés, très professionnels, des gens qui sont extrêmement compétents. Et donc on arrive à avoir des rénovations, des travaux qui sont bien engagés. En revanche, dès qu'on est dans les copropriétés, c'est l'exemple bien connu de Clichy-sous-Bois, mais il y en a d'autres, dans des copropriétés sur lesquelles il y a une paupérisation des locataires, donc une difficulté à entretenir le bâtiment. Évidemment, ça a des effets de boucle négatifs qui sont absolument désastreux. Il y a un effort considérable qui a été lancé il y a quelques années pour la rénovation des copropriétés. La Caisse y contribue également. Et je pense que cet effort doit être développé. Voilà, je ne veux pas être plus long à ce stade, mais en résumé, ce sont des initiatives qui produisent des effets dont je pense d'ailleurs qu'on devrait mieux faire connaître le succès parce qu'on a besoin de mobiliser tout le monde sur ces projets-là. Merci. Juste, dans les montants que vous avez indiqués, d'ici 2030, c'est 2 milliards. Vous augmentez de 30% le soutien financier que vous apportez à ces politiques. Oui, parce que si elles sont prioritaires, il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, il y a des questions. L'ANRU utilise de l'argent budgétaire. L'argent de la Caisse, c'est plutôt des prêts, évidemment, et quand il faut du capital. Et la réalité, je ne devrais pas le dire ici, mais on est entre nous. La collecte de l'épargne réglementée l'année dernière, c'était 60 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas le volume de prêts qui est la limite. La limite, c'est vraiment le nombre de projets. Et quand il y a un projet, je suis sûr que Bruno complétera mon propos, mais entre Action Logement et la Caisse des dépôts, on peut financer ces projets. Et donc, n'hésitez pas à avoir des projets et on vous aidera à les financer. Merci beaucoup. Alors Bruno Arcadipane, justement, président d'Action Logement, principal financeur du programme de renouvellement urbain. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite sur le volet financier ou moi je posais plutôt vous poser la question du bilan s'agissant du lien emploi-logement et du logement des salariés dans ces quartiers, puisque c'était un des objectifs du programme à sa création, c'était de ramener aussi de la mixité et des salariés dans les quartiers. Alors vous inquiétez pas, je vais vous parler de tout. Bonjour à toutes et à tous. Le père de l'ANRU dit on n'est pas sorti, mais tu seras plus long que moi. Donc, alors, je crois que ce qui est important déjà de souligner, c'est que pour l'agence de rénovation urbaine, créer, il faut le dire, non sans beaucoup d'audace et puis surtout une vision prospective par mon ami Jean-Louis Borloo, ici présent. Je salue d'ailleurs l'arrivée de son directeur de l'époque, cher Philippe Van de Mal. Je salue également les anciens présidents et directeurs généraux de cette très belle maison. Vous le savez, je peux avoir la dent dure sur certaines agences. Je pense ne jamais l'avoir eu sur l'ANRU. Nous avons les partenaires sociaux du groupe Action Logement sont présents depuis le premier jour. D'abord financièrement, Eric l'a souligné, vous l'avez repris. Nous, c'est 20 milliards d'euros, mais avec beaucoup de subs et un peu de prêts. Donc, vous voyez, c'est très lourd, à la fois sur le PNRU et le NPNRU, sur l'ensemble des activités qui ont eu lieu dans ces QPV. Mais avant de parler d'argent, je crois qu'il faut revenir au départ sur l'idée, et Jean-Louis le fera bien mieux que moi, mais nous avions à cette époque des idées et de l'envie. Et l'argent
a suivi derrière, quelque part. Mais avant de parler de financement, il faut savoir où on va, ce que l'on veut faire, et pourquoi et pour qui on veut le faire. Et je crois qu'à l'époque, c'était clairement défini, c'était extrêmement innovant, et les partenaires sociaux du groupe Action Logement ont souhaité participer donc dès la première minute. Pourquoi ? 1, pour la mixité sociale, et 2, pour renforcer en effet le lien emploi-logement. Ont voulu participer à tel point que nous avons créé, nous aussi, notre outil pour pouvoir répondre justement à l'ensemble de ces besoins à travers l'association Foncière Logement, qui travaille toujours depuis 20 ans dans les QPV et qui a fait un travail remarquable. J'en profite donc pour saluer l'ensemble, là aussi, des administrateurs qui ont travaillé dans les instances de l'ANRU. Tous. J'ai une pensée profonde, par exemple, pour Bernard Colosse, qui m'a appris beaucoup sur l'ANRU et pour qui j'ai une pensée, évidemment, ce soir, pour nos administrateurs du moment, mais aussi pour les 20 000 salariés du groupe Action Logement qui travaillent au quotidien, et notamment ceux de Foncière Logement. Puis évidemment, on a un cas très particulier, spécifique ce soir, et on va tous pouvoir l'applaudir. C'est quand même mon ami, monsieur le président Dolcy, tu peux te lever, qui finit président quand même pour les 20 ans de l'ANRU. J'ai toujours dit qu'il finirait par nous avoir tous. Je le disais à François en arrivant, il est quand même extraordinaire, il finit président, c'est formidable, je suis très heureux pour toi, mon cher Jean-Baptiste. Et donc voilà, c'est pour dire à quel point il y a une nécessité, des besoins et un lien extraordinaire entre l'ANRU, la revitalisation urbaine de façon générale, et Action Logement. Ensuite, on a quelques ambitions. Le président de la République l'a répété à plusieurs reprises, il faut réindustrialiser et on doit être aujourd'hui capable de loger nos salariés et apporter de la mixité. Pour ça, il faut en effet des bâtiments de très grande qualité. C'est mieux le faire qu'avant, on doit encore progresser, on doit être capable de décarboner, et là je fais une grande confiance à la directrice générale pour mener ce combat, mais on doit aussi avoir une politique de peuplement, et là je pèse mes mots, on doit avoir une politique de peuplement extrêmement pointue. Le travail réalisé par Foncière Logement que je donnais tout à l'heure est très important. Aujourd'hui, sur des grosses métropoles comme l'Île-de-France, Lyon, Marseille ou autres, ce sont des salariés qui reviennent dans nos quartiers. Pourquoi ? Parce que les logements sont de qualité, parce que les espaces sont retraités. Et aujourd'hui, quand on remet des salariés dans ces quartiers, ce n'est pas juste des mots. Les salariés qui rentrent chez nous aujourd'hui, je parle de cela parce qu'on a une maîtrise factuelle et purement mathématique, ils ont un niveau de vie supérieur de 173% par rapport à la médiane des habitants du quartier. Et bien, ça change la vie. Il est impératif de traiter ça. Il y a beaucoup d'élus dans la salle. Ils le savent. Lorsqu'on arrive à gérer le peuplement au mieux, on arrive à faire des choses extraordinaires, même dans ces quartiers. Repeindre, isoler, réhabiliter ne suffira pas si on n'emmène pas 2 piliers essentiels dans ces quartiers. 1, l'éducation, très clairement, et ça n'est pas que, ou ça n'est pas la problématique de l'ANRU, mais 1, l'éducation est impérative dans ces quartiers. Il doit y avoir un retour d'un niveau à la fois en volume et en qualité d'éducation, et puis un niveau de sécurité. Alors quand on dit ça, ça peut sembler être grossier, mais il faut aussi que dans les étapes qui arrivent, on apporte tout ça à ces quartiers et qu'on continue à avoir à la fois une expertise extrêmement pointue, mais aussi une prospective très forte. Et ça, on ne peut l'avoir qu'ensemble, en grande partie grâce aux structures
de mes amis à ma droite, mais également grâce à tous ceux qui sont dans la salle, avec un dialogue dynamique et compétitif important avec les élus, mais aussi avec l'ensemble des bailleurs. Donc là, il faut des gens pour faire. C'est important qu'on restimule en fait l'ensemble des partenaires de l'ANRU pour avoir à la fois des élus, des bailleurs sociaux, des financeurs et des gens qui sont là pour donner de la visibilité, alignés et avec une envie féroce d'avancer. Merci beaucoup. Emmanuelle Cos, je le disais, vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Lors du dernier congrès de l'USH à l'automne dernier, la résolution votée disait « La politique de rénovation urbaine entamée en 2003 est une réussite ». Donc, je ne vais pas vous poser la question du bilan en tant que tel, on voit c'est une réussite. Et de fait, le patrimoine social a été très transformé dans ces quartiers depuis 20 ans, sous l'action de l'ANRU et des bailleurs. Oui, absolument. Et à travers cette phrase, c'était aussi pour le mouvement HLM la volonté de dire son attachement à l'ANRU et ce que ça implique en fait, parce que ce n'est pas un attachement en tant que tel, ni à la structure, ni aux objectifs, mais ça a été aussi une manière de faire. Moi, je pense qu'il faut quand même redire, enfin Jean-Louis Borloo évidemment l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais d'où on partait quand même. On partait d'un constat d'un habitat social qui trouvait plus preneur, parce que c'est pas que la ghettoisation qui posait question, c'était le fait que le parc était plus attractif, que plus personne voulait ici loger, pour différentes raisons, en partie parce que ce parc était dans des zones d'anciens bassins industriels et qu'en fait il était vacant depuis un certain nombre d'années. D'autre part, parce qu'une partie de ce parc, mais pas seulement, était de piètre qualité, et que donc 30 ans après sa construction, ça se voyait déjà. Et qu'ensuite, ces quartiers étaient victimes d'une ségrégation territoriale qui est moins à l'œuvre pour une partie de ces quartiers et qui l'est encore pour une partie d'entre eux. Mais derrière ça, il y avait donc des objectifs et tout ça, mais il y avait aussi une volonté de faire et vraiment une détermination très forte entre l'État et ses représentants, les élus locaux, les bailleurs et l'ensemble des équipes, je dirais, qui font la ville, y compris des aménageurs. Et c'est ça aussi, moi, que j'ai connu à l'ANRU, parce que j'ai eu cette chance d'y siéger à partir de 2010 pendant 5 ans en tant que vice-présidente de la région Île-de-France. Un siège que nous avions au conseil d'administration suite à un accord passé avec Jean-Louis Borloo en 2004 où le ministre nous avait demandé à la région d'une part de créer un établissement public foncier pour toute la région. Eh bien oui, j'ai la mémoire parce que 20 ans après, tu vois, c'est un peu plus de 20 ans, mais heureusement que tu nous as poussé à l'époque, moi j'étais pas élue à cette époque, à créer cet établissement, et c'est en lien avec l'ANRU, je vais y revenir. Et ensuite, tu avais fortement exigé des collectivités locales, dont la région, vu le fait qu'il y avait 135 quartiers en rénovation dans cette région au niveau national, qu'il fallait absolument avoir un financement dédié. Je le dis parce que ça ne s'est pas fait juste comme ça. Parce qu'on a parlé des financements, Action Logement, bailleurs sociaux vers leurs cotisations, caisse des dépôts, mais j'oublie pas non plus le choix à l'époque des collectivités locales de mettre beaucoup d'argent sur le sujet et qui, à mon avis, a aussi permis de faire des choses formidables. Et il y avait cette ambition, ce sentiment d'être une équipe, en fait. Pourquoi j'en parle? Parce que pour avoir été donc à l'ANRU dans les années 2010, avoir fait le constat avec le directeur de l'ANRU de l'époque et avec d'autres élus de notre incapacité à faire face aux difficultés sur le chêne pointu à Clichy-sous-Bois et le fait qu'on n'arriverait jamais à finir le quartier du Haut-Clichy et de la Forestière si on ne trouvait pas une solution sur le Bas-Clichy qui était le sujet des copropriétés dégradées. C'est quand même parce qu'il y a eu l'ANRU qu'on a passé des réunions tous les lundis soirs pendant des mois avec beaucoup d'acteurs de l'État, des collectivités pour en fait créer ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire des ORCOD OIN, c'est-à-dire un système législatif, le fait que l'établissement public foncier apportait des lots de copropriété, et aujourd'hui, c'est aussi le cas à Pisevin à Nîmes avec l'établissement public foncier de PACA. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on était dans une période où tous autant que nous sommes, nous étions, je pense, convaincus que l'action publique et locale et économique pour ces quartiers, elle serait positive. Et on n'a jamais lâché, en fait. Et d'ailleurs, on avait des discussions avec les gouvernements qui se sont succédés qui ont été quand même très fructueuses. Je dis ça parce que 20 ans plus tard, les besoins en rénovation dans des quartiers, notamment du nouveau programme de rénovation urbaine, sont très forts.
Et je ne suis pas sûre qu'il y ait exactement le même engagement. Et je le dis collectivement, je ne suis pas sûre que le même engagement soit porté par tout le monde. Bon, premier constat, en même temps, je devrais y être habituée. Action Logement paye sa part chaque année, rubis sur l'ongle. Les bailleurs sociaux payent leur part chaque année, rubis sur l'ongle. L'État, monsieur le directeur de cabinet, n'a payé que 9% de sa contribution. Et le problème surtout, c'est que ça commence à faire beaucoup de sommes en attente. Mais pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'en fait, ça dit aussi des choses, des engagements qu'on veut mettre les uns et les autres sur le sujet. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas la preuve que l'État tient ses engagements sur l'ANRU. Et ça, c'est un problème. Parce que nous, bailleurs, on le fait. On est de fait le deuxième financeur de l'ANRU. Évidemment pas dans les mêmes proportions, mais c'est quand même un peu troublant. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que dans le nouveau programme de rénovation urbaine, il y a quand même il y a des nouveaux quartiers sur lesquels il a été décidé d'agir et c'est absolument nécessaire. On doit aussi faire le constat qu'il y a des quartiers sur lesquels on réintervient parce que ce que nous avions fait il y a 10 ou 15 ans ne fonctionne pas. Ou en fait est inopérant face aux graves crises que l'on vit dans ces quartiers en termes de ségrégation, d'insécurité, de trafic. Et je le dis ici, aujourd'hui, en fonction des territoires, on est plus ou moins soutenu. Là, je parle vraiment au nom des bailleurs sociaux. Il y a des endroits où l'État est constamment avec nous, tout le temps, et tous les opérateurs de l'État sont là, et les communes, et l'ensemble des élus. Et puis, il y a des territoires où on est seul. Et c'est aussi pour ça que ça n'avance pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des habitants qui sont extrêmement dubitatifs de l'action politique dans ces quartiers, et y compris qui nous demandent, et il se trouve que j'étais en déplacement dans un très gros quartier il y a 2 jours, où c'est normal que les habitants nous demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas abouti, puisqu'il y a des copros qu'on devait démolir il y a 10 ans, on n'a toujours pas réussi à faire les expropriations. Donc je le dis parce que je pense qu'il faut qu'on ait... Ici, on est, je pense, tous convaincus de l'intérêt de ce qu'a été l'ANRU depuis 20 ans. Il y a des limites, il y a des erreurs, mais c'est normal. Ce qui est formidable, c'est de se dire quand même que pendant 20 ans, on a pu porter cette politique et qu'elle n'a pas été remise en cause, alors qu'encore en juillet dernier, on a encore entendu tous les mots sur soi-disant ce qu'on n'aurait pas su faire. Mais il faut dire aussi que c'est très dur ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des territoires où aujourd'hui on n'arrive pas à intervenir, à entrer, où moi j'ai des personnels de proximité qui sont en danger tous les jours. Et ce n'est pas lié à l'ANRU, c'est lié aux difficultés dans ces quartiers. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on va quand même tenir nos promesses face aux habitants, en réhabilitation, en démolition, en mixité, tout ça. La seconde chose, et ça a été dit par Bruno Acardipane, c'est que je pense que dans certains des quartiers, et ça va au-delà évidemment des politiques que nous incarnons nous, il y a des limites sur la bataille pour une école présente partout, pour de l'emploi ou en tout cas d'un haut niveau de formation. Et c'est vrai que je pense qu'on a quand même plutôt gagné la bataille du désenclavement par les mobilités. Je pense qu'on a vraiment, parce qu'il faut quand même se rappeler, il y a quand même des quartiers qui étaient complètement séparés des villes. D'ailleurs, il y a des endroits, vous savez, on habite au nom du quartier, on n'habite jamais dans la ville, dans le quartier dans laquelle le quartier est intégré, mais encore aujourd'hui. Et on doit quand même, y compris d'ailleurs des élus maires de ces villes, parfois oublient que ces quartiers sont vraiment dans leur ville. Ça existe encore. Donc je me permets ce rappel un peu aussi... je ne suis pas là que pour dire c'est génial, on est formidable, parce que moi ce que je veux c'est que l'ANRU en fait fonctionne. Enfin là-dessus je pense que nous sommes extrêmement convaincus. On a des difficultés qu'au fil des années on arrivera à résoudre. On a des dossiers pas assez bien financés parce qu'entre-temps, il y a les coûts de la construction qui ont changé, il y a eu l'inflation, mais ça, je pense qu'on y arrivera. Par contre, la question du désengagement et du manque de force en fait, dans l'action, ça, c'est très important qu'on le fasse. Et puis, la dernière chose auquel je voudrais juste ajouter, c'est que ce qui a été quand même très bien avec l'ANRU et la force de la politique telle qu'elle a été conçue au début, c'est qu'elle a d'une part obligé les bailleurs à regarder exactement chez eux et d'y aller. Et ce n'était plus tout à fait le cas partout. De recréer des liens avec les locataires, ça c'est une chose. Et aussi, grâce à l'ANRU et à tous les chercheurs aussi qui ont accompagné ces politiques, de mieux connaître ce qui se passait pour de vrai dans ces quartiers en termes d'indicateurs sociaux et autres. Mais je veux qu'on n'oublie jamais que pour beaucoup d'habitants de ces quartiers qui ont subi ou qui ont eu des belles rénovations, même qu'elles soient approuvées ou non, ça a été assez violent. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir conscience de ça, que même dans des quartiers très difficiles à vivre, il y a des gens qui vivent bien, qui sont heureux, même s'il y a des limites à tout ça, il y a des liens qui se font.
Et c'est vrai que la question de la mémoire avait été extrêmement forte, notamment dans l'ANRU 1, sur des quartiers sur lesquels on ne voulait pas effacer cette histoire qui s'était passée pendant 50 ans. Et il faut qu'on continue à avoir ça en tête. Même si nous, on a plus l'habitude de manier ces politiques, on envisage mieux comment les programmes se font, on sait mieux l'expliquer, je crois qu'il faut qu'on ait conscience que quand même, pour beaucoup d'habitants, ça reste violent de ne plus être dans ce quartier ou d'en être un peu éloigné. Et c'est aussi pour ça que parfois, moi, j'appelle à un peu plus de souplesse en fait dans les choix qu'on met, parce qu'on a eu aussi des règles administratives parfois très connes, je me permets de le dire tel que je le pense, y compris sur des petits quartiers de rénovation urbaine où on emmerdait des bailleurs pour 10 logements à reconstituer alors que le sujet n'était vraiment pas là. Et là-dessus, je pense aussi qu'il faut qu'on ait plus d'intelligence en lien avec les élus locaux sur le sujet. Merci beaucoup. La question de comment on faisait les projets avec les habitants a été débattue à la table ronde juste précédente et s'y est beaucoup revenu sur le fait de peut-être partir d'une expérience habitant plus forte pour créer et co-créer les projets. Jean-Louis Borloo, 4 minutes 20. Mais on peut dépasser un peu, parce que c'est vous. Le père de cette politique, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Moi, je voulais juste rappeler une citation de vous lors du vote en première lecture de la loi à l'Assemblée du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui crée donc l'ANRU et qu'on dit loi Borloo. Je n'oublierai aucun des visages de cette nuit, avez-vous déclaré à cette époque, un texte que vous aviez quand même porté contre un certain nombre de résistances à l'époque. Il n'y avait pas un consensus sur cette loi. On peut dire, Emmanuel Cos le rappelait, qu'il y a peut-être encore aujourd'hui ça et là des résistances, mais c'est quand même un texte que vous avez porté. La genèse de ce texte n'a pas forcément été très simple tout de suite. « 3 minutes 29. Ouais. Non mais, 20 ans, je suis partagé entre des remerciements éperdus à des tas de gens et en même temps un peu de tristesse, pour vous dire les choses. On voyait bien que ces quartiers qui n'étaient pas dans la ville, qui étaient des cicatrices urbaines créées pour l'usine d'à côté qu'on a fermée en même temps, pour simplifier, qui n'avaient pas les fonctions d'une ville, et on avait pensé que les gens qui arrivaient se fédéreraient par le contrat de travail. Pas de peau. Voilà. Et le tout sur une logique de la Charte d'Athènes. Je ne reviens pas là-dessus. Et qui était une folie, objectivement. Et puis voilà, cette cicatrice urbaine créait voilà, c'était injouable, cette affaire. Et ça s'est dégradé à une vitesse folle parce que ça avait été créé rapidement, ce qu'on pensait être une avancée à l'époque, bien entendu. Donc c'était un chaudron absolument impossible. Et au fond, l'idée centrale, qui ne vient pas de moi, l'idée centrale, c'était faisons du beau. Et gommons cette cicatrice humaine impossible, telle une frontière. Voilà. L'idée centrale, c'était pas on va faire de la mixité, comme s'il y avait des sales types qu'il fallait mélanger avec des gentils pour que ça aille mieux. Mais non, faites du beau, les gens reviendront, ils respecteront. Voilà. Et au fond, c'est une politique qui a touché 800 000 familles de manière directe. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Et 7 millions de familles qui vivent autour. C'est le plus grand chantier civil de l'histoire de France. C'est 11 fois Haussmann. Et c'est pour ça que j'insiste. Pour tous ces héros qui l'ont fait. Alors, commençons par les partenaires sociaux. L'ANRU, c'est l'enfant des partenaires sociaux. C'est-à-dire, comme en 1946, ils ont décidé de sauver la jeunesse et les mamans de nos quartiers. Voilà. C'est ça, d'abord, l'histoire. Ensuite, tous les offices, mais je dirais tous les salariés de chacun de ces offices. Ça a été tellement dur. Est-ce qu'on imagine ce que c'est? Est-ce que vous imaginez, on dit aujourd'hui, vous proposez un truc, on va déplacer 200 000 familles, et puis les 600 000 qu'on résidentialise, on va les déplacer 4 mois. On dirait, c'est complètement dingue. Bon. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les offices. Ils l'ont fait, les salariés des offices. Parfois bousculés, violentés.
C'était dur. Les locataires eux-mêmes. J'ai toujours cette image dans une destruction, vous savez, avec la grue là, qui grignote. Et puis il y a une dame, c'était magnifique, une Sicilienne, grande comme ça. Puis elle me pointe. Et puis on voyait le papier peint. Puis elle me disait, c'est là que j'ai eu tous mes enfants. Et puis elle se met à pleurer, elle m'a dit, c'est terrible ce deuil, et en même temps, merci pour l'avenir. Donc il y avait cette ambiguïté invraisemblable. Mais comment transformer le quartier? Mais des tensions, des débats, c'était... Est-ce que vous vous rendez compte, tous ces maires adjoints, ces conseillers municipaux de base, ces élus, la mobilisation de la France, ce n'était pas la mobilisation du gouvernement de la France à laquelle j'appartenais. C'était la mobilisation de la France. Et au fond, vraiment, cette affaire, elle est tellement inouïe pour autant de mamans, autant d'enfants, que je voudrais, pour les 20 ans, saluer ceux qui l'ont fait en vrai. Voilà. C'est ceux que je salue. Les salariés de l'ANRU. C'est une bande qui arrivait... Philippe Vandeman, un jour je le croise, on devait une réunion et il disparaît. Je crois qu'il était allé pisser, rien du tout, il disparaît. Je vais dans son bureau, c'était éteint, je le vois, il était en larmes. Il disait, j'ai peur qu'on vous déçoive. On ne va pas y arriver, pas assez vite. Il faut voir ce que c'était que dans chaque quartier, cette politique, c'était la première vraie nouvelle main tendue républicaine au quartier. La rénovation n'était qu'un prétexte, pardon de le dire, mais c'était en tous des cas l'occasion, pardon, pas le prétexte. Je veux dire, on se dit, mais on s'occupe de nous. Les centres-villes n'avaient plus peur du quartier. Et j'appelle à regarder les salariés de l'ANRU, les maires qui ont fait ça, les élus, tout le monde, les partenaires sociaux. Regardez le sondage de 2017, pardon. 92% des habitants des quartiers étaient satisfaits de la rénovation urbaine et 95% des centres-villes. Alors qu'on disait les centres-villes trouvent que vous mettez trop de pognon dans un quartier, je résume. Bon. Tout ça est une folie. La ville se réconciliait. Et les élus qui étaient inquiets même d'aller dans le quartier, c'était devenu l'acte noble de réconciliation des villes. Donc c'est une affaire de tripes, cette affaire-là. Et voilà, en 20 ans, je peux simplement dire bravo à tous ceux qui l'ont fait, bravo à tous les membres du conseil d'administration, bravo à Action Logement, bravo à chacun des offices DSA, parce que c'est un métier très très dur, un office, une SADHM. C'est un métier effroyablement dur. Merci aux différents préfets qui sont tous mobilisés. Et, je veux dire, c'est génial, quoi. C'est la France comme on l'aime. Bon. Et donc, c'est un moment, moi j'ai participé modestement, je ne l'ai jamais dirigé l'ANRU, moi. Jamais. C'est pas moi qui dirigeais l'ANRU, jamais. J'étais seulement le tiers de confiance. Et donc je dis l'action publique, c'est un truc génial. Voilà. Et l'action publique, HM fonde l'action publique, Action Logement, c'est de l'action publique. Et en même temps, une grande tristesse. Une grande tristesse parce que c'était quoi, au fond, l'ANRU? C'était une réunion de copains qui voulaient sauver les quartiers et qui voyaient le maire. Puis il y avait les 3 offices, les 2 SA. Bon, alors, comment on fait là? T'es sûr que c'est suffisant, là? T'es sûr que c'est bien? Parce qu'au fond, l'idée, l'argent, il y en a. Quand il y a un bon projet, le parc Pissé-le-Sang, il n'y avait aucun risque à faire un joli parc. Hein. C'était plutôt intelligent et rentable. Le seul problème, il fallait que tout le monde soit à l'heure. C'est qu'on fait tous en même temps tout. Voilà. Le maître mot, c'est tout le monde fait en même temps. Parfois, c'était signé sur 3 pages. Sur 3 pages. C'était un bureau de bienveillance. Malheureusement, dans notre pays, et j'ajoute, ça n'avait de sens que parce que, par ailleurs, il y avait les programmes de réussite éducative, les adultes relais, les contrats aidés, les zones franches urbaines, les pareca, j'en passe, c'est une mobilisation de la nation. Les chambres de métier, les entreprises faisaient des recrutements spécifiques pour les quartiers. Les entreprises publiques, les entreprises privées, toutes les entreprises du CAC avaient au moins une fois par an mobilisé dans des grandes salles comme ça, des recrutements spécialisés en one-to-one. Enfin, il y avait, voilà, la nation était réunie.
Ça, c'était extraordinaire. Malheureusement, comme souvent chez nous, petit à petit, voilà, il faut qu'on fasse bien et on veut faire beaucoup mieux. Et en faisant beaucoup mieux, on hausse le niveau d'exigence réglementaire, d'intelligence collective, de réglementation. Et la vérité, c'est que malgré tous les efforts des partenaires et du personnel et des différents succès de l'ANRU, le programme s'est arrêté. C'est ça ce qui s'est passé. Et si quiconque a le moindre doute, j'ai à votre disposition les chiffres officiels. On voit parfaitement la montée en croissance, l'asymptote, pour arriver à un quasi-arrêt qui maintenant redémarre. Et pas parce que quelqu'un a voulu. Personne n'a décidé l'arrêt de l'ANRU. Personne. C'est notre génie de la complexité technocratique qui fait que la machine s'est essoufflée. Voilà. Elle s'est essoufflée. Les mamans voulaient plus, les mères voulaient plus, les partenaires sociaux voulaient plus, les offices, les SA, tout le monde voulait plus. On a réussi à nous-mêmes, voilà, à faire un truc chaotique. On invente un PNRU 2, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, donc on complique l'affaire, un truc. De grâce, revenez au bureau de bienveillance. Et je le dis, puisque c'est 20 ans de l'ANRU, donc c'est une manifestation publique, de grâce, revenons à tout le reste. Revenons au soutien aux mamans, revenons au soutien des enfants, revenons... Je veux dire, ça ne suffit pas en soi, l'ANRU. C'est un outil absolument majeur qui, tout seul, ne règle pas l'ensemble des problèmes. Je rajoute ensuite, pour terminer, pour ne pas être plus long, parce que je vais bientôt avoir fait 5 minutes, dernier point, je voudrais tordre le cou à cette idée qu'on a mis du pognon dans les quartiers, en gros, voilà ce que j'entends. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Ces quartiers, globalement, pas loin de 10 millions d'habitants, hein, si on met les zones rurales abandonnées et les bassins en déprise. Hein. 10 millions, c'est pas 30 000 personnes quand même. Hein. On a continué à faire venir les entrants sur le territoire non encadrés dans ces quartiers-là. Évidemment attirés par les raisons de fratrie, évidemment, tout simplement. On a arrêté tout le reste. Les enfants, c'est plus possible. Il faut bien comprendre que la force d'un pays, c'est la force de l'ensemble de ses ressources humaines. Il y a des mâles à talent et à génie dans ce pays. Mais on ne peut pas continuer à avoir un tel gâchis. Alors, je suis heureux, ça repart. Je salue le travail qu'a fait Anne-Claire Mialot, mais ses prédécesseurs qui se sont battus contre la machine. Ils en ont été victimes. Ils ont été empêchés, comme on dit en anglais. Mais en réalité, voilà, ça repart, ça redémarre. Mais il va falloir qu'il y ait une mobilisation nationale, parce que ça ne peut pas très bien se terminer, tout ça. Voilà ce que je crois. Donc, je suis fou de joie que l'action publique que vous avez fait ait permis d'apporter autant d'apaisement, autant de mamans mieux logées, autant de beaux, autant... Voilà, ça, je suis très heureux. Très heureux par les équipements publics que ça a permis. J'étais au vœu de Garges, quand je vois le cube de Garges, là, 10 000 mètres carrés en bois, en verre, avec des jeunes sur le numérique, c'est génial. Mais que ces 20 ans servent à tirer les leçons, qu'on aille vers la simplification, un programme de confiance. Et je sais que c'est le combat, vraiment, et il faut que le président de l'ANRU, mais le ou la futur président, le ou la futur ministre du Logement, Christophe Béchu, qui n'est pas là, comme vous le savez, pour des raisons absolument impératives, mais je sais qu'il est extrêmement préoccupé et engagé. D'abord, il en a fait à Angers, et puis au fond de lui, il est totalement convaincu de tout ça. Il faut une mobilisation de la nation. Ces 20 ans, c'est franchement... je croise encore des visages. Et je me souviens, puisque vous preniez une phrase de l'Assemblée, parce que oui, il y avait des résistances. Au fond, non. Il y avait de l'incrédulité. Ça paraissait impossible. Et je me souviens à 3 heures du matin, parce que finalement, ça a été voté à l'unanimité. À 3 heures du matin, le dernier qui se lève, André Brard, du groupe communiste, républicain et je ne sais plus quoi, de l'époque, il se lève et il dit « Bon, c'est évidemment impossible. On ne croit pas que ce gouvernement pourra le faire.
Mais mes chers collègues, je vous propose quand même de soutenir Harry Potter. Eh bien, c'est sur ce mot que se terminera cette séquence des partenaires. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre la salle parce que, effectivement, Christophe Béchu n'a pas pu être là puisqu'il est en déplacement dans le Pas-de-Calais, mais il a fait passer... Pardon ? Ah, il n'y a pas de place. Donc, vous êtes invités à rester là, si vous voulez, pour écouter le discours de Christophe Béchu, parce qu'il y a une problématique de chaises, de fauteuils au premier rang. Et donc, on peut lancer tout de suite le discours du ministre. Merci. Monsieur le ministre, cher Jean-Louis Borloo, Madame la ministre, cher Emmanuel Cos, Madame la directrice générale de l'ANRU, chère Anne-Claire Mialot, Monsieur le président d'Action Logement, cher Bruno Arcadipane, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, cher Éric Lombard, Monsieur le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, cher Christophe Robert, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, et si vous m'y autorisez, chers amis. Il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est celui où l'ANRU n'existait pas. Pourtant, 20 ans, c'était hier. Et 20 ans, c'était il y a un siècle. Beaucoup de ceux qui étaient là au début de l'aventure s'en souviennent, non pas avec nostalgie, mais avec la satisfaction du travail bien fait, avec la certitude d'avoir servi et d'avoir bien servi l'intérêt général. Je pense notamment à l'un de ses principaux artisans, son premier directeur général, Philippe Vandemal, dont le bureau jouxte aujourd'hui le mien, puisqu'il dirige mon cabinet. 20 ans, c'était hier, mais c'est la durée qu'il a fallu pour faire entrer la politique de renouvellement urbain dans une nouvelle ère. Certes, la longue histoire de cette politique, elle a commencé bien avant l'ANRU. Le 18 février 1986, quand la barre de Bussy de la Cité des 4000 tombe à la Courneuve, on est déjà dans la politique de la ville. Ces politiques initiées au mi-temps des années 70 avec le dispositif Habitat et Vie sociale, qui se sont succédés au fur et à mesure du temps et qui ont fait progressivement de la rénovation urbaine des quartiers sensibles un de leurs éléments structurants. Mais la création de l'ANRU a constitué une petite révolution qui a bousculé les méthodes de travail, qui a simplifié les modalités d'action, avec la création d'un vrai guichet unique. Cette méthode, maintenant, nous la connaissons par cœur. Une approche qui soit partenariale, qui soit basée sur le dialogue, et qui soit basée sur une logique de contrat entre les collectivités locales, l'État, les bailleurs sociaux et Action Logement. Un traitement des dossiers massifs, une ambition politique en matière d'aménagement total, guidée par une amélioration du cadre de vie et l'obsession de la mixité sociale. Cette révolution, elle a eu un père, avec une vision et une mise en œuvre de cette vision. Et je veux évidemment saluer Jean-Louis Borloo. Merci, Jean-Louis, pour l'extraordinaire aventure que tu as initiée en faisant adopter cette loi du 1er août 2003. La cohésion nationale, ça n'a pas été la priorité d'un moment, mais le fil rouge d'un engagement à Valenciennes, au gouvernement, dans les combats écologiques. Et cette volonté de lancer un plan Marshall pour les banlieues nécessitait un outil puissant et efficace. 20 ans, ça se fête, surtout au moment où le temps de la prime jeunesse et de l'insouciance se tourne. C'est l'occasion de jeter un regard sur ce qui a été accompli, sur ce qu'on est en train de faire, mais peut-être plus encore, sur ce qu'il reste à faire. Ce passé, vous pouvez collectivement en être fiers. Depuis 2004, ce ne sont pas moins de 3 programmes que l'ANRU a portés. Le premier, débuté il y a très exactement 20 ans et qui s'est achevé en 2020. 11,2 milliards d'euros de subventions, sur des projets représentant près de 50 milliards d'euros d'investissement public dans 546 quartiers. Mais plus important encore, au service de 4 millions de femmes, d'hommes, d'enfants. Les chiffres sont colossaux, les résultats sont à la mesure de cet effort inédit. Ce PNRU, il s'est effectivement traduit par une forte intervention sur l'habitat, par la transformation de quartiers entiers, par la réhabilitation de plus de 400 000 logements, par la construction, l'amélioration de milliers d'équipements publics. L'évaluation complète, elle est en cours et elle sera riche d'enseignements pour continuer à améliorer, à aider les programmes et les porteurs de projets. Le deuxième programme, c'est le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Un des outils les plus utiles à disposition des pouvoirs publics pour traiter un sujet qui était encore
encore du rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, l'habitat indigne. Réalisé en lien étroit avec l'ANA, dont je salue aussi l'importance. Ce programme est exemplaire dans sa manière d'aborder la question des poches importantes d'habitat indigne. Et au moment où le Parlement vient d'adopter un projet de loi sur les copropriétés dégradées, je veux souligner la constance, la fermeté de l'action publique en la matière, même si nous ne pourrons jamais nous satisfaire que tant de nos concitoyens subissent le mal-logement. Et puis le troisième programme de l'ANRU, c'est le NPNRU. Le président de la République a souhaité en renforcer l'ambition, accélérer sa mise en œuvre, et je veux saluer le travail réalisé par les équipes de l'agence sous l'impulsion d'Anne-Claire Mialot pour son déploiement au 31 décembre 2023. L'ensemble des crédits ont été contractualisés, 14 milliards d'euros de subventions de l'agence et de prêts bonifiés d'Action Logement au service de projets qui touchent plus de 450 quartiers. À date, nous avions déjà engagé 50% des concours financiers contractualisés, de même que 68% des démolitions contractualisées. Et nous avons dépassé la moitié des réhabilitations. Ces chiffres montrent que nous sommes sur le bon chemin, mais au-delà des grandes masses, je veux insister sur un point, la méthode de l'ANRU, la qualité de votre travail. Vous portez des projets délicats par nature à la croisée d'enjeux multiples qui touchent profondément la vie des gens. Et chacun d'entre eux nécessite un cousu humain millimétré, une adéquation parfaite des intérêts de tous les acteurs. La concertation y tient un rôle stratégique et je veux saluer et encourager cette méthode. Oui, la concertation c'est difficile. Oui, la co-construction c'est long, mais ces efforts ils en valent la peine. Et les projets du NPNRU sont de très bons exemples de notre capacité à réinventer collectivement la ville. L'ANRU entre dans l'âge mûr aujourd'hui. Mais il vieillit bien. Et si on se projette quelques instants pour savoir à quoi il ressemblera dans 20 ans, je pense que l'ANRU doit continuer à se perfectionner sur la concertation, sur la réussite de la mixité sociale. Je pense que l'ANRU devra s'engager également davantage des enjeux environnementaux, comme il a commencé à le faire. Je pense à l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. Et je sais qu'avec la démarche des quartiers résilients, c'est un chantier en cours. Mais les quartiers politiques de la ville sont souvent ceux qui sont aussi les plus vulnérables aux vagues de chaleur. Approfondir ce travail, le poursuivre, inscrire le renouvellement urbain dans nos efforts d'adaptation, c'est bien un nouvel enjeu global pour l'agence. Toutes ces réflexions, toutes ces prospectives, elles sont en train d'être mûries par Cédric Van Stevendel, par Anne-Claire Mialot et par Jean-Marie Delorme qui me remettront un rapport sur le sujet avant l'été. Ce sera l'occasion d'ouvrir les pistes qui nous permettront d'explorer pour préparer ensemble les 20 prochaines années du renouvellement urbain. Bravo à toute la grande famille de l'ANRU. Bravo à ceux qui ont fait ces 20 premières années. Et bravo par anticipation à ceux qui feront les 20 prochaines. Mais surtout, très bon anniversaire à tous et à toutes. Un très bon anniversaire, c'est donc sur ces mots que s'achève cette journée.